Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 1er juin et je fais une vidéo spéciale tomate sur le suivi suite eh bien, à la plantation qui a dû avoir lieu vers le 7 mai. Donc maintenant bien 3 semaines. Alors le résultat est vraiment pas terrible du tout, surtout en fait et principalement d'ailleurs sur les tomates qui ont été plantées sur la planche bien derrière moi en plein sol, donc en pleine terre, sans protection. Et je vais faire un tour d'horizon, je vais prendre le temps de vous expliquer comment j'analyse la situation et potentiellement quelles seraient les dispositions à prendre dans un avenir prochain, si tout va bien l'année prochaine. Alors comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de vent dans cette journée du 1er juin. Malheureusement, les températures sont toujours pas au rendez-vous. On est bien en dessous des températures des normales de saison. Et ça se ressent tout de suite en fait sur les cultures. Donc les cultures ici dans les planches sont nettement impactées par la température de l'air qui n'est pas optimum, la température du sol aussi, et puis aussi par ces pluies abondantes que l'on a depuis maintenant des mois, depuis le mois d'octobre. Donc nous sommes dans l'automne en fait, et donc forcément les cultures en souffrent. Alors ici en premier plan, on peut voir de la cœur de bœuf. Donc la cœur de bœuf, c'est toujours un feuillage un peu retombant qui est un peu différent des autres. Mais ceci dit, tous les plants, et on va les balayer, vous allez voir, ils sont vraiment pas en grande forme. Le feuillage n'est pas d'un vert éclatant, si on peut dire. Il n'est pas encore complètement jaune, mais en fait on voit que c'est pas terrible. Alors vous verrez aussi qu'il y a un peu de traces de bleu, donc ça c'est du traitement préventif en bouillie bordelaise. Je vais revenir dessus après pour vous en parler. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment pas terrible du tout. Ils ont poussé, mais pas de façon optimum. Les feuilles sont restées petites. Il y a quand même un peu de floraison, il faut avouer. Donc c'est quand même un petit plus. La plante se bat, hein, et le jardinier aussi. Donc comme je vous disais, cette année, il y a vraiment des facteurs qui sont vraiment extrêmement impactants sur la culture au potager, surtout quand on cultive en fait en plein sol et en terre argileuse. Parce qu'avec toute cette flotte, la terre argileuse, c'est formidable. Quand on a un climat, je vais dire normal, en fait, un peu de soleil, un peu de pluie, une vague de sécheresse éventuellement, la terre argileuse, ça conserve énormément l'humidité et ça permet donc aux cultures de toujours profiter en fait de cette terre humide pour aller chercher l'eau dont elles ont besoin pour vivre tout simplement. Et aux jardiniers à faire un peu moins d'arrosage. Là, malheureusement, la terre étant extrêmement humide, étant sur une terre argileuse, même avec un travail du sol modéré, en essayant de faire venir des vers de terre. Donc quand je dis travail du sol modéré, c'est à la grelinette, en essayant de faire venir les vers de terre avec des amendements, donc en carbone, du compost de surface, ce genre de choses, un petit peu d'azote aussi, avec de la matière genre tonte, voilà, tout ce qui est vert. Ça prend ça prend du temps en fait finalement quand on ne dispose pas d'une ressource suffisante en fait dans son jardin potager. Et si toutefois on doit l'acheter, ça coûte cher aussi. C'est quand même pas gratuit. Et alors si on a un tout petit potager, ça va. Moi j'ai 220 m² de surface, ça me demanderait un budget un petit peu trop important. Donc j'essaye d'aller au fur et à mesure tout en essayant d'aller dans une dynamique en fait de sol vivant. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire depuis 3 ans. Maintenant, ceux qui suivent la chaîne sont au courant. Si vous arrivez, donc voilà, c'est un petit récap pour vous informer un petit peu de l'esprit de la philosophie en fait de ce potager. Alors la terre
argileuse, plus elle est mouillée, ben, moins elle se réchauffe. Ça aussi, c'est dur, donc la terre n'arrive pas à se réchauffer. Je constate aussi même, chose surprenante aussi, sur les cultures qui sont sur des bâches tissées. On dit toujours que la bâche tissée permet de réchauffer le sol. Et bon, c'est vrai, mais je l'ai vérifié, moi, ça joue vraiment à pas grand-chose. Hein. Si ça joue à 2 degrés, c'est grand max en fait, hein, finalement. Enfin ça je l'ai vérifié donc à certains moments, plutôt vers le printemps. Là je ne l'ai pas vérifié à cette époque de l'année, mais est-ce qu'il y a encore des saisons? On ne sait pas. Là je pense qu'il doit faire à peu près 15 degrés avec le vent, donc c'est vraiment pas terrible. Et je vais vous montrer aussi les tomates Roma qui poussent sur la bâche tissée. Voilà les tomates Roma qui sont sous la bâche tissée. Vous devez vous demander à quoi ça sert ce petit caillebotis. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors c'est une vidéo qui sera sans doute un petit peu plus longue que celle habituellement que j'essaye de faire, donc des vidéos qui durent une dizaine de minutes, mais c'est parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc vous voyez, hein, c'est pas pour autant qu'avec la bâche que on dirait quand même que ça se porte un tout petit peu mieux. Mais c'est pas explosif. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose après. Ça va être le jour et la nuit, et vous allez vous dire ah oui quand même. Donc l'eau qui n'arrête pas de tomber, qui rend le sol bien compact, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait en amont pour essayer de le décompacter se retrouve réduit à néant. Le sol quand il est compacté, finalement pour les racines c'est beaucoup plus compliqué pour se développer dedans, et puis en plus terre argileuse, terre mouillée, terre compactée veut dire donc moins de réchauffement, et puis aussi un risque non négligeable d'asphyxie en fait des racines. Alors vous allez vous dire, mais si son sol il a du mal à se réchauffer, comment ça se fait qu'il a déjà son broyat? Je vais vous répondre que finalement quand j'ai mis le broyat, je ne m'attendais pas à avoir une météo comme j'ai actuellement. Et qui s'attendait d'ailleurs à avoir cette météo-là sur maintenant 8 mois? À mon avis, personne. Donc il y a des choses que l'on fait à un moment donné. Et pourquoi j'ai mis aussi le broyat? C'est justement pour éviter la battance du sol avec toute cette pluie qui, si le sol n'était pas couvert, la pluie, quand elle tombe, c'est des milliers de gouttes en fait qui tombent, hein, et ça finit vraiment par compacter le sol, et ça c'est pas terrible, hein, ça réduit en fait le travail à néant qu'on avait fait pour essayer de le décompacter. Donc voilà, le broyat c'était vraiment dans cet esprit là, c'est pour éviter la battance du sol, c'était pas pour empêcher bien entendu l'eau de s'évaporer. Et aussi le broyat, il est là aussi pour faire un amendement progressif, parce que c'est pas un broyat qui est intégré dans le sol, donc je ne peux pas avoir de risque de fin d'azote puisqu'il n'est pas intégré, il est en surface. C'est comme un paillis en fait. Hein. Ce broyat il se décompose au fur et à mesure, et en se décomposant, il va alimenter le sol et les plantes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en telle situation? Bon, déjà ce que j'ai fait, je vais vous montrer quelque chose. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai sorti la fourche. Donc j'ai fait quelque chose avant de faire cette vidéo. J'ai hésité à le faire parce que en fait finalement je craignais, et ça j'ai toujours pas la réponse, que ça déstabilise aussi un peu la plante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de fourche. Bon, le travail de la fourche, hein, c'est comme un travail à la gredinette en fait. Hein. Donc on décompacte le sol, donc les dents rentrent. Et on fait un petit mouvement, donc ça permet du coup de décompacter le sol, et puis surtout donc de venir aérer le sol, venir apporter de l'oxygène dans ce sol qui est donc asphyxié. Faisant cela, j'intègre aussi du coup involontairement du broyat dans les petites cavités qui se sont formées. Donc ce broyat, il va demander de l'énergie après en azote pour se transformer. Donc il va falloir que je sois très vigilant, et très certainement, et ça m'embête un petit peu, mais j'ai envie quand même malgré tout de faire un apport d'azote avec de l'urine. L'urine habituellement, moi je la dose à 5%, en gros avec un demi-litre d'urine, je fais un arrosoir complet. Là je vais peut-être doser un petit peu plus fort, je vais doser à 10%.
Donc 1 litre pour un arrosoir pour essayer d'apporter un coup de fouet en azote. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que le sol est déjà trempé et donc du coup je vais davantage en fait le mouiller. Alors j'espère malgré tout que Météo France nous annonce une semaine sans pluie normalement, mais comme vous le savez ça change tout le temps. Donc avec ce petit travail d'aération du sol, j'espère que ça va faire du bien. J'espère que que la chaleur va pénétrer aussi plus facilement dans le sol. J'espère que si jamais il pleut, que finalement que ça sera beaucoup plus drainant, que ça va s'évacuer donc dans la couche qui est plus profonde en fait dans le sol et pas encore complètement en contact avec les racines parce que les plants sont quand même assez jeunes. Alors ce qui m'embête, c'est que j'ai perturbé aussi là l'équilibre en fait de la plante parce que j'ai dû chatouiller un petit peu ses racines à un moment donné. Mais bon, c'est peut-être comme on dit un mal pour un bien. Et là, je vous fais une comparaison des plants que j'ai gardés, qui sont toujours dans des godets de 8. Donc ça, c'est des plants en roue de secours. J'en ai donné beaucoup, au Resto du Cœur, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. J'aide les Restos du Cœur via le fruit de mon travail, que ce soit en termes de récolte. Et puis cette année aussi, j'ai fait beaucoup plus de semis de façon à donner des plants au Resto du Cœur qui ont réussi donc à avoir par la mairie une parcelle de 2000 m² pour se lancer dans la culture potagère. Donc je les aide à ce niveau, donc il y a une 50aine de plants qui sont partis aussi au Resto du Cœur, et moi je me suis gardé en fait ces plants. Je me suis dit si jamais ça ne fonctionne pas, s'il y a un risque météorologique, que ça a du mal à démarrer, que je chope des maladies, et bien du coup j'ai toujours ces plants de secours. Alors vous voyez que le feuillage est quand même beaucoup plus joli que le feuillage que l'on peut avoir en fait avec les plants qui sont en pleine terre. Et je vais en prendre un que je vais vous montrer, que je vais mettre juste à côté, comme ça fera une belle comparaison. Alors voilà ce que ça dit en termes de comparaison. Alors c'est pas forcément que les plants ils sont super épanouis dans leur petit godet de 8, hein, dans lequel ils sont depuis très longtemps, et sans doute que les nutriments sont bien épuisés depuis tout ce temps. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit bassinage, je fais un petit bassinage une fois tous les une dizaine de jours en fait, pour apporter un petit peu d'urine, un petit peu d'azote. Mais on voit c'est pas des plants qui sont vraiment top parce que ils sont très effilés. La tige principale n'est pas très forte, elle n'est pas très gaillarde en fait, hein. Il y a quand même un peu de floraison, enfin, la plante elle bataille, elle a envie de vivre, hein. Mais vous voyez la différence de taille, la différence de feuillage, donc c'est différent. Alors il faut savoir que la plante aussi, dans un petit godet comme ça, elle a un très gros stress, hein, parce que là ses racines elles envahissent complètement tout le godet, hein. C'est pas naturel pour elle, hein, de se retrouver dans un espace aussi petit. Mais comme en fait le sol, son substrat est très drainant, elle subit pas en fait l'asphyxie qu'il peut y avoir au niveau des racines, ou cet engorgement en fait du sol via l'eau. Donc du coup elle arrive à continuer à pousser malgré qu'elle soit pas dans un environnement sous serre, hein. Elle est dans la cagette, hein, comme avec les autres, hein, comme ici. Et ça, c'est à l'extérieur, c'est sur un banc. Je mets ça sur un banc à l'extérieur. Il faut que je les voie parce que sinon je pense pas à les arroser. Et bien entendu, là avec le feuillage, donc il y a beaucoup d'évapotranspiration et ça assèche tout de suite en fait le petit godet, hein. Donc ça, il faut que j'arrose tous les jours, hein, sinon ça crève tout de suite, hein. Donc vous voyez en fait la situation n'est vraiment pas géniale. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Eh bien finalement, si jamais l'année prochaine on est dans une situation tendue comme ça au niveau du climat, alors ce que je pourrais faire en fait, c'est tout simplement faire du rempotage, ce que je fais en fait, parce que les plants que vous avez vus dans des godets de 8, hein, à un moment donné, si vous suivez la chaîne, ils ont été en fait rempotés dans des pots beaucoup plus gros, entre la disponibilité des pots entre 1,5 litre et 2 litres. Donc là, la plante elle s'éclate. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure une tomate Roma qui est encore dans un pot de 1,5 litre. Elle est en meilleure forme
que celles qui sont dans des pots, dans des godets de 8, mais elle n'est pas non plus en une forme olympique, parce que là maintenant elle aimerait bien être en pleine terre. Il lui faut quand même du substrat, il faut la nourrir, mais c'est quand même beaucoup mieux que les tomates qui sont plantées, comme je vous ai montré, sur la bâche tissée tout à l'heure. Hein. Alors, donc finalement, le fait que les plants arrivent à continuer à pousser, en fait, dans les pots, il aurait été peut-être plus sage, en fait, finalement, de ne pas s'emballer et de se dire, bah, je vais attendre peut-être début juin. Je maintiens les plantes, en fait, dans les pots. Je ne fais pas confiance au mois de mai. Et puis, ben, je les sors de ma serre mobile, je les mets en plein air pour les habituer, bien entendu, à les acclimater au vent, à la pluie qui tombe du ciel. Mais en même temps, ils auraient été donc dans des pots. Peut-être que finalement, effectivement, ils n'auraient pas eu assez de place pour développer leurs racines, mais au moins, ils auraient été dans un substrat drainant. Et ça n'aurait pas, comme ça fait actuellement, eh bien, des plants chétifs avec des racines sans doute en train de s'asphyxier. Maintenant, je vais vous montrer aussi un plant qui est resté en fait dans un godet de 1 litre 5, oui. Donc un plant de Roma versus plant en pleine terre sur la bâche tissée. Et après je vous parlerai aussi de c'est quoi ces caillebotis. Mais regardez ça, un peu la différence. Des semis qui ont été réalisés en même temps, hein, qui ont été replantés en même temps, qui ont été rempotés, pardon, en même temps. Donc Roma, on est sur les deux tomates Roma. Donc celui qui est en plein sol, celui qui est dans le godet. Alors bien sûr, il y a la hauteur du godet, mais vous voyez quand même que le feuillage n'a absolument rien à voir. Hein, donc ça, c'est tout simplement parce que, à mon avis, le substrat est davantage réchauffé, et bien forcément en godet, puisque donc le godet capte vraiment la chaleur sur toute sa surface. Contrairement donc à une plante qui est enfouie, donc elle n'a qu'un seul niveau pour capter la chaleur. Le substrat est drainant, donc même s'il pleut, hein, je vous rappelle pour mémoire, c'est à l'extérieur, c'est soumis aux intempéries. Même s'il pleut, eh bien donc comme le substrat est drainant, ça draine forcément. Ici le substrat donc est moins drainant. Alors il y a la bâche tissée, donc la bâche tissée absorbe l'eau, mais elle est un peu inclinée, donc elle en fait couler un petit peu aussi quand même pas mal sur les côtés. Mais vous voyez en fait il y a quand même une sacrée différence. Je vais prendre un petit peu de recul, ou je vais me mettre en grand angle plutôt. Allez, voilà ce que ça donne en grand angle. Si ça c'est pas le jour et la nuit. Alors si j'avais en fait maintenu mes plants comme ça en godet à l'extérieur, j'aurais pu planter en fait maintenant, peut-être au mois de juin, mais ça se trouve encore au mois de juin, je vais avoir encore 15 jours de météo complètement pourri, et je vais me retrouver avec des plants choqués en fait. Alors, il y a un petit peu d'enroulage de feuilles, comme on peut le voir un peu, eh bien, ça, elle commence à être un peu stressée en fait, la plante là. Elle est trop juste en fait dans son pot, il faudrait que je la rempote dans un pot plus grand. Mais là, c'est pas possible en fait. Et l'enroulage de feuilles, j'en ai eu sur les noires de Crimée, et je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que c'était un petit problème de puce. Voilà. Et maintenant, je vous parle de ces fameux caillebotis. Donc ça, ce sont des caillebotis que j'ai fabriqués moi-même il y a très longtemps et qui servaient en fait pour faire de l'ombrage à une pergola. Cette pergola a été remplacée maintenant il y a bientôt 5 ans. Et ces caillebotis traînaient sous mon carport en fait. Enfin, j'appelle ça un carport, mais c'est un garage ouvert. Hein. C'est un carport, c'est 3-4 planches. Là, c'est vraiment un garage ouvert. Donc en fait, c'est simple. Hein, ce sont des lithos qui sont traités donc par autoclave, qui permettent donc de pouvoir résister aux intempéries. Et en fait, il y a comme vous pouvez le voir ici, il y a une sangle qui est donc agrafée. Donc sur les caillebotis, ce qui me permettait en fait quand on était hors saison estivale, de pouvoir rembobiner comme ça en fait donc sur toute la longueur. Alors c'est fractionné là, il doit y avoir 3 fractionnements, mais de pouvoir rembobiner sur toute la longueur et de pouvoir les stocker plus facilement. Alors à un moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux en faire de ces caillebotis? Et finalement, j'étais parti
dans l'idée de faire de la récup. Donc j'avais récupéré en fait toute une structure d'un trampoline, et avec cette structure de trampoline, j'avais l'idée de venir mettre en fait une structure donc tubulaire, et ensuite après sur ces structures donc espacées tous les je sais plus combien, mais c'est en fonction de la disponibilité que j'avais de ces structures tubulaires, et sur ces structures tubulaires venir y mettre des lambourdes donc perpendiculaires, et sur ces lambourdes perpendiculaires venir en fait mettre ces caillebotis. Alors pourquoi j'avais ce projet? Parce que tout simplement, toujours pareil, avec moi je soupçonne en fait que ça va être une année merdique au niveau des maladies. Alors je peux tout à fait me tromper, bien entendu, j'espère vraiment. Et ce que je voulais, c'est reprendre le principe un peu de la ferme de Cagnols. Je crois que c'est Benoît en fait. Alors Benoît, lui, ce qu'il fait sur les tomates qu'il cultive comme ça, ce qu'on appelle en plein champ, eh bien donc il met du grillage donc spécifique pour les dalles dalles béton. En fait, donc c'est un système. Bon, je vous invite à consulter sa chaîne YouTube, regarder un peu sur le treillis soudé pour palissage tomate culture en plein champ. L'idée c'est de faire un support. En fait, ici on a le sol, donc on fait quelque chose comme ceci, et donc du coup les tomates vont venir passer le niveau en fait, donc qui est horizontal, et après elles vont s'étaler, et ce qui fait qu'on a toujours une couche en fait au-dessus qui n'est pas occupée, en dessous pardon, qui n'est pas occupée par le feuillage, et donc c'est une couche qui va permettre de ventiler, donc et ventiler en fait la culture, ce qui fait que contrairement à une culture directement sur sol, la culture ne touche pas le sol. Alors moi elle ne touche pas le sol parce qu'elle est sur une bâche tissée, proprement dit, elle touche pas la terre, mais quand il cogne vraiment très très fort, la bâche tissée elle est bouillante de chez bouillante. Parfois ça peut cuire certaines tomates, ça peut les cuire par le dessous, donc on perd en fait en rendement, on perd au niveau de la récolte. Et là avec ce système du coup ça ventile, et comme ça ventile super bien, donc du coup il n'y a plus ce phénomène de réchauffement, et les tomates ne sont plus en contact, et le feuillage non plus n'est plus en contact avec le sol, et comme c'est bien ventilé, ça limite en fait le risque de choper en fait le mildiou. Donc c'est de la prévention. Alors je voulais faire tout ça, et puis en fait j'ai fait une connerie toute simple et vraiment tellement bête. C'est que à un moment donné, j'arrête de tourner là, je me pose parce que finalement faut pas que je sois face au soleil. En fait c'est que quand j'ai libéré la serre mobile, eh bien j'avais pas mal de choses à emmener à la déchetterie, dont notamment des tubes de cet ancien trampoline dont je ne pouvais pas me servir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait 2 tas et j'ai viré en fait finalement le tas dont j'avais besoin, et j'ai gardé le tas dont j'avais pas besoin. Voilà, j'ai fait ça. Donc finalement c'est foutu. Donc j'étais quand même bien embêté, et Muriel elle l'a vu et elle m'a dit Patrick, tu crois pas que tu as déjà suffisamment de choses à faire? Et je me suis dit oui, t'as raison quoi. Allez, voilà, donc je passe là-dessus, mais j'avais fait un short pour vous dire que j'allais expliquer, donc forcément obligatoirement je reviens dessus. Mais malgré tout, je vais quand même laisser les choses en place comme ceci. Je vais rien racheter. À un moment donné, j'avais pensé mettre des tasseaux en dessous et tout pour aérer, pour surélever. Je vais rien faire. J'ai tellement de choses à faire qu'à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Et puis après, ça sera encombrant. Je ne saurais pas où le ranger. Donc, allez, je laisse comme ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour le petit bricolage que je ne ferai pas. Et je vous montrerai ce que ça donne avec juste les caillebotis comme ça, qui sont un peu plus surélevés. Ça va toujours ventiler un peu plus que si jamais c'était plaqué directement sur le sol. Voilà, c'est toujours un petit plus. Et maintenant, avec ce temps magnifique, en cette journée du 1er juin, bientôt c'est l'été, chouette, eh bien on se rend au niveau des carrés potagers, où là, j'ai, comme je disais, un rectangle. Ceux qui connaissent la chaîne connaissent ce rectangle, donc le rectangle où il y a par-dessus en fait une casquette qui protège partiellement en fait les cultures de la pluie. Et vous allez voir que là, les tomates noires de Crimée, elles se plaisent vraiment super bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on arrive au niveau de la casquette.
Alors, il y a 6 pieds. Chose que je vous ai pas expliqué aussi. Alors habituellement, je cultive toujours sur plusieurs tiges, au moins sur 3 tiges. Donc cette année, je ne vais pas cultiver sur des tiges multiples, je cultive sur une tige unique. Toujours dans l'optique de essayer d'optimiser au maximum la ventilation des plantes, parce que je pense que ça va pas être une année en fait à tomates. Je pense que ça va être une année qui risque il risque d'y avoir du mildiou, de la ternariose, donc toutes ces maladies cryptogamiques qui arrivent avec une humidité trop importante et un certain niveau de température. Donc là c'est ventilation. Alors je coupe les gourmands. Ce que je fais, et c'est ce que je pense qu'il faut faire, c'est que quand on a cette philosophie de couper sur une tige, cultiver sur une tige, et qu'on coupe les gourmands, il faut surtout pas attendre que les gourmands soient longs. On les voit tout de suite, les gourmands. Il faut les couper dès qu'ils sont petits. Tout ce qui est petit, ça fait petit, gourmand égale petite cicatrice. Donc ça impacte moins la plante. Donc voilà, ça il faut y penser, parce que plus la plante elle va cicatriser vite et moins on laisse une porte d'entrée en fait à la maladie. Alors on va s'avancer pour que vous puissiez voir les plants de plus près. Donc là vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup plus joli. Alors toutes les feuilles du bas ont bien sûr été supprimées, et là on voit aussi qu'il y a un peu d'enroulage. Alors là je me suis dit merde, l'enroulage de feuilles arrive déjà, parce que la noire de Crimée, j'ai remarqué qu'elle était assez sensible à l'enroulage de feuilles. Et j'ai regardé en dessous et finalement il y avait des petits pucerons verts. Alors je me suis dit ok, donc forcément c'est abrité, donc il y a moins d'humidité. Donc les pucerons, du coup ils arrivent là où ils vont mieux se plaire, et forcément dans les endroits qui sont abrités. Alors j'ai fait un traitement donc à base d'huile essentielle. Donc c'est-à-dire que j'utilise donc de la menthe poivrée à raison de 1 ml pour 1 litre d'eau. Donc il faut principalement pulvériser en dessous du feuillage, et là en fait ça a fonctionné. En toute honnêteté, l'an passé j'avais eu des pucerons donc l'été sur les aubergines. J'ai appliqué le traitement et ça n'avait pas fonctionné. Là, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc les pucerons sont partis. Alors après, je ne sais pas si les fleurs qui sont recroquevillées comme ça vont retrouver en fait un feuillage normal, comme on peut voir un peu plus en haut. Je vous dirai, de toute façon, je ferai un tour d'horizon vers le 15 juin pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, donc là ici, en fait, dans ce rectangle potager, il y a eu donc pas mal d'amendements à l'automne. Donc forcément, comme la surface elle est plus petite, c'est beaucoup plus facile aussi de mettre des amendements qui sont de mettre des amendements en plus grande quantité. Parce que faire ça sur toutes les planches du potager, ça me demanderait un certain budget que je ne souhaite pas consacrer en fait à ce niveau pour le moment. J'ai d'autres dépenses. Vous voyez aussi, tiens, en passant, que la petite vidéo que j'avais fait sur le repiquage des tomates en plein sol avec le plantoir fonctionne. Alors par contre, ce que j'ai eu, c'est j'ai eu les merles qui sont venues, qui ont tiré dessus. Donc il m'a fallu les remettre en place de temps en temps. Certaines ont crevé, heureusement que j'avais gardé un peu de réserve, mais vous voyez, globalement ça fonctionne. La reprise est quand même beaucoup plus longue que si on plantait en fait des salades en motte ou en godet. Alors donc ce sol il a été amendé. Dans ce sol il y a eu pas mal de BRF en fait à l'automne. Ensuite il y a eu des apports de terreau avec un peu de fumier de cheval. Donc il y a eu 80 litres dans chaque travée. Voilà, qu'on peut voir ici, il y a des travées. Donc la surface c'est 1,60 m sur 4 mètres en fait. Donc après il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a un peu de compost aussi après. Et puis ça a été recouvert en fait de broyat pour garder l'humidité et pour garder un sol meuble en fait. Donc ça pousse bien là-dedans, il n'y a pas de problème. Donc c'est à l'abri de la pluie,
c'est dans un endroit, je vais prendre du recul, je vais vous montrer, qui est un peu enclavé. Voilà, comme on peut le voir ici, donc il y a la haie du voisin, il y a sa claustra, qui est toute déglinguée, mais ça c'est pas grave. Il y a mes plantations à moi, donc du coup ça protège quand même. Ici il y a l'abri de jardin, il y a la haie aussi qui est là, donc qui protège aussi les vents d'ouest. Donc c'est un peu plus protégé quand même. On est dans un environnement plus protégé, donc du coup forcément la culture le ressent. Ensuite, ben, le sol est drainé, donc ça c'est top. Et puis aussi, ben, il n'y a pas d'eau. Au niveau des tomates, alors je vais avoir un petit peu d'eau en fait devant, ici là, parce que finalement, comme j'expliquais dans une vidéo, il n'y a pas de gouttière, donc l'eau descend de la bâche et arrive en fait à peu près sur le bord ici. Donc sur cette partie au bord, c'est tout de suite un peu plus mouillé, pardon. Et donc voilà quoi. Donc là, tout est réuni, malgré qu'on n'ait pas des bonnes conditions, que la température soit pas optimum. Les plants sont beaux, ils sont d'un vert normal, ils sont pas d'un vert intense, chargé, bourré donc en azote, avec l'urine par exemple. C'est pas jaune, donc les racines doivent bien se développer là-dedans. Alors par contre, il faut faire attention, c'est que la chaleur en fait n'est pas présente comme dans une serre, mais comme en fait il n'y a pas d'eau qui touche le sol, il faut bien penser aussi à arroser un peu de temps en temps. Mais moi je pense que ce genre de cascade c'est vraiment idéal, parce que du coup on a en fait vraiment énormément de ventilation, contrairement donc à une culture en serre. Donc ici voilà, tous les facteurs sont réunis. Et donc, malgré tout, j'arrive à avoir des tomates qui poussent en fait normalement. Et bien entendu, là-dessus, sur ces tomates, j'ai aussi fait un petit traitement préventif à base de bouillie bordelaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en traitement préventif, si ça vous intéresse, moi, comment je fonctionne en traitement préventif? Donc là, c'était un petit traitement préventif, on va dire le plus rude, hein, le plus gaillard, et celui qui est considéré le plus nocif en fait pour la vie du sol. J'utilise aussi de l'huile essentielle à base d'orange. Donc ça, j'ai trouvé ça comme information sur le site Le Biogerme, donc un semencier. J'utilise aussi donc un renforcement donc en foliaire, j'utilise le purin de prêle. Je l'utilise pour renforcer en fait les plantes. Et puis aussi cette année, je n'utilise plus du tout de bicarbonate de sodium, parce que une fois je l'ai utilisé, ça m'a brûlé, le sodium m'a brûlé toutes mes fleurs de tomates. Donc j'ai perdu un maximum de bouquets. Donc là, je ne l'utilise plus. Et puis aussi, voilà, il y a des résidus aussi qui peuvent se retrouver dans le sol, donc le sodium, donc c'est pas topissime. Toujours pareil, comme donc le cuivre de la bouillie bordelaise. Et par contre, ce que j'utilise maintenant, enfin ce que je vais utiliser cette année, c'est donc du bicarbonate de potassium, qui là donc en fait semble être aussi efficace, moins agressif, parce que pas de sodium au niveau du feuillage et au niveau des fleurs, et en plus on va dire biodégradable pour le sol. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que cette vidéo va arriver sur son terme. Je pense avoir fait le tour d'horizon. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours sympa, parce que moi ça montre en fait le récompensement du fruit de mon travail, si on peut considérer ça comme un travail. Bon, sachez que ça prend quand même du temps de faire des vidéos. Et puis un petit pouce bleu, hein, ça mange pas de pain. Et laissez un commentaire aussi, c'est sympa. Allez, ciao, bye les amis. Bye bye.